Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Viva Événement. Le monde de la littérature et de la culture en deuil. Le géant Slouf José est mort aujourd'hui à l'âge de 67 ans. Avec sa voix incontournable et touchante à la radio, Slouf José était pour beaucoup une institution de la radio, une référence en théâtre radiophonique. Plus de 40 millions de dollars d'aide financière de la part du gouvernement japonais, le Japon qui semble pressé à reprendre définitivement sa coopération avec le nouveau régime. Et en sport, la relève est assurée dans le domaine du rugby. La fédération commence la détection et la formation des futures stars de l'Oval. À l'étranger, François Hollande reçoit les clés de San Francisco. Premier président français à fouler le sol californien depuis 30 ans. Le chef de l'État français rencontre l'esprit d'innovation des géants de la Silicon Valley. Et enfin, le Venezuela secoué par des violentes manifestations à Caracas. 3 personnes sont mortes hier lors d'affrontements dans la capitale. Les manifestants protestent contre la vie chère. Une institution du théâtre radiophonique s'en est allée. Slouf José est mort aujourd'hui à l'âge de 67 ans. Il était surtout connu pour sa voix grave et touchante à la radio nationale dans des pièces radiophoniques. Le monde de la culture pertençait à un de ses illustres artistes. Il était devenu au fil des années une référence en théâtre radiophonique. Il y a tout juste un an, Slouf José venait de perdre sa femme, un autre géant de la littérature malgache, l'écrivain Lydia. Nos sincères condoléances à la famille éplorée. La conférence des bailleurs de fonds et amis de Madagascar sera encore dans 3 mois, mais le Japon affiche déjà sa volonté de dévancer les autres pays dans la reprise totale des aides. Ainsi, le gouvernement japonais dispose déjà de plus de 40 millions de dollars d'aide financière à la Grande Île d'ici peu, aides qui seront allouées à divers projets. Écoutons les explications du ministre malgache des Affaires étrangères au micro de Zoé. Ils ont déjà annoncé qu'ils vont mobiliser 40 millions d'ariars pour la Grande Île. Il s'agit d'une aide à court terme. Cette somme sera allouée à la construction d'infrastructures par le biais d'organismes comme l'AJICA qui travaillent sur le projet d'extension du port de Tuamasen. Les secteurs de l'éducation, de la santé, de l'adduction en eau potable ou encore le secteur agricole seront également concernés par cette aide. Mais plus tard, nous discuterons longuement de la reprise des aides avec le gouvernement japonais. Ils vont aussi nous envoyer des experts pour nous appuyer dans la mise en place de la bonne gouvernance, d'un état de droit et le développement du secteur privé. Page politique, voilà maintenant plusieurs semaines que l'article 54 de la Constitution, qui parle de la nomination du futur Premier ministre, est sujet à débat aujourd'hui. La majorité obtenue par le MAPAR à l'Assemblée nationale lui concédant le droit de présenter le nom du futur chef de gouvernement semble être remise en question. Qu'en disent les juristes ayant élaboré la nouvelle Constitution malgache et quel est justement l'esprit de cet article 54. Les réponses dans ce reportage d'Anne-Missa Lacoupé et d'Yves Chanel. L'article 54 de la Constitution ne précise pas si c'est la majorité relative ou la majorité absolue qui doit nommer le Premier ministre. Une précision inutile dans la mesure où le régime actuel ne l'exige pas. Pour les juristes ayant élaboré cette Constitution, la question ne devrait même pas se poser. Il n'est pas écrit que la majorité relative ou absolue aura ce droit, car nous avons adopté un régime semi-parlementaire. Donc c'est tout à fait inutile d'apporter ces précisions. Il est de coutume dans un régime semi-parlementaire que le parti arrivé en tête aux législatives, c'est-à-dire le parti ayant obtenu le plus grand nombre de sièges, propose le nom du Premier ministre.
L'esprit de cette nouvelle constitution empêche le président de la République de nommer un Premier ministre qui n'est pas issu d'un parti politique, selon toujours les explications de Théogène Razonarville. Ce juriste qui figurait parmi les membres du comité de consultation de la Constitution. Pour lui, on ne doit pas interpréter un seul article de la Constitution, mais c'est ce qui se passe actuellement. L'article 54 de la Constitution est aujourd'hui sujet à débat. Si on veut essayer d'interpréter un seul article dans la Constitution, on doit aussi voir de plus près le ou les autres articles en relation avec cet article, et tout sera beaucoup plus clair. Et c'est le problème aujourd'hui, le débat tourne uniquement autour de l'article 54 de la Constitution, et à la fin, on veut quelque chose qui n'y est pas écrit. On sera face à un débat stérile, mais on doit vraiment essayer de comprendre l'esprit de cette Constitution. Quel genre de régime politique elle veut instaurer à Madagascar. En élaborant cette nouvelle constitution, le CCC est passé par 3 étapes. D'abord, les consultations régionales, la conférence nationale et enfin une adoption en Conseil des ministres des résolutions prises lors de ces consultations avant de passer au référendum. Éducation pour continuer cette nouvelle édition du Viva événement. Seule une infime partie des parents sont encore convaincus de l'importance de la classe préscolaire pour les enfants de moins de 5 ans. Et pourtant, de nombreuses études ont démontré que l'enseignement préscolaire aide les enfants à bien réussir à l'école par la suite. Illustration dans ce reportage d'Anna Muriel et d'Yves Chanel. Nous sommes dans la classe préscolaire de l'école primaire publique de Manzakajai. Cette classe reçoit les enfants de moins de 6 ans, une sorte de classe préparatoire avant leur entrée en CP1. « 90% des cours sont présentés sous forme de jeu. Aujourd'hui, les parents d'élèves sont invités à assister aux cours. Dans cette classe, il s'agit d'éveiller l'esprit des enfants et l'apprentissage doit se poursuivre à la maison. C'est ce que fait cette mère de famille avec son enfant. Je profite de nos promenades pour lui apprendre de nouvelles choses et des vocabulaires. Je lui apprends aussi quelques lettres de l'alphabet, puis je lui fais un peu de lecture. J'ai constaté aussi qu'il sait déjà faire du coloriage. Il a déjà l'esprit très éveillé pour son âge. Un esprit éveillé, de nombreuses études ont montré que l'enseignement préscolaire aide les enfants à bien réussir par la suite. La période de la naissance jusqu'à l'âge de 6 ans est une étape importante pour tout être humain. C'est durant cette période qu'on doit forger sa personnalité, son esprit et sa connaissance, surtout en calcul, en écriture et en langage. Cela paraît évident donc qu'un enfant réussisse bien plus tard s'il passe par cette classe. Pour le PP de Manzakajai, les parents ne sont pas obligés d'inscrire leurs enfants dans la classe préscolaire, mais ils doivent quand même y passer au moins 1 mois. Un enfant ayant effectué sa préscolaire est vraiment différent des autres enfants. On constate qu'il est plus éveillé que les autres, il apprend vite, donc il dispose de plusieurs atouts pour passer facilement les classes de CP1 et le reste du primaire. Aujourd'hui, seule une infime partie des écoles primaires publiques malgaches dispose d'une classe préscolaire. Dans la circonscription scolaire d'Antananarivo, le PP de Manzakajai figure parmi les EPP à être doté de cette classe. Ici, la capacité d'accueil est de 30 élèves pour chaque classe.
Bertinzout prépare la relève des maquis de Madagascar. Une centaine de joueurs de rugby de moins de 18 ans ont participé à la sélection qui s'est déroulée hier au stade Maquis en Doutapénac. 60 d'entre eux seront reçus et formeront l'équipe nationale catégorie junior des maquis. Reportage. L'annexe du stade Maquis en ébullition. Sur le terrain, des jeunes joueurs de rugby âgés de moins de 18 ans. Le match se déroule sous les yeux attentifs des deux entraîneurs des Maquis de Madagascar. Ici, c'est l'expérience qui parle. Bertinzout et Eric seront en seulement 10 minutes les meilleurs d'entre eux. Ils sont ici pour détecter les futures stars de l'Oval. Nous avons déjà détecté 4 joueurs dans ce groupe et 3 autres joueurs dans cet autre groupe. Nous avons mis là-bas ceux qui ne seront pas reçus. Après ce match test, nous allons encore confirmer le jeu de ces joueurs retenus. Ils sont 250 jeunes issus de toutes les régions de Madagascar à participer à cette sélection. Tous des vrais fans de rugby. Intégrer l'équipe nationale est plus qu'un rêve pour la plupart d'entre eux. Je suis très content d'être reçu, mais ce rêve ne va pas se réaliser tout seul. Je dois prouver mon talent. J'ai aussi besoin de force et de vitalité. Mon objectif est d'intégrer l'équipe nationale. Et pourtant, seuls 80 d'entre eux seront reçus. Ils devront par la suite passer d'autres sélections. Et au final, 60 d'entre eux, soit les plus prometteurs, seront retenus. Nos critères de sélection sont surtout les techniques individuelles. Ils doivent convaincre qu'ils peuvent jouer dans une équipe de rugby à 7. Pour l'instant, nous ne considérons pas encore la carrure de chaque joueur, mais nous voulons un joueur agile et perfectible. La plupart de ces jeunes sont encore des étudiants. La fédération devra prendre certaines dispositions pour faciliter leur intégration dans l'équipe nationale des Maquis juniors. Des négociations avec leurs écoles sont en vue pour avoir 2 heures de temps libre à consacrer aux entraînements qui débuteront la semaine prochaine. Passons maintenant aux actualités internationales. L'ultime étape de François Hollande aux États-Unis. Après Washington, le président français était hier à San Francisco, en Californie. Après avoir été accueilli par les officiels, c'est avec les grands patrons d'Internet qu'il a déjeuné. Google, Facebook ou Twitter. Reportage. Après la Maison-Blanche, voici donc François Hollande tout près de la Maison Bleue, chantée par Maxime Le Forestier et reprise ici par une chorale d'enfants. Après Washington, François Hollande fait donc escale à San Francisco, en Californie. Reçu avec les honneurs, le président français ne manque pas une référence à l'un de ses prédécesseurs. Il y a 30 ans, François Mitterrand, président de la République, recevait les clés de la ville de San Francisco. Je vous remercie, monsieur le maire, de m'en donner un second exemplaire. Comme François Mitterrand en 1984, François Hollande a consacré cette étape aux nouvelles technologies, à la recherche d'investisseurs. C'est ici, en Californie, à San Francisco, que s'invente le monde de demain, celui du XXIe siècle. C'est ici qu'une révolution s'est initiée à travers les nouvelles technologies et qui attire tous les talents du monde. Et c'est pourquoi les Français sont présents. Le convoi présidentiel quitte ensuite la mairie de San Francisco pour une destination longtemps tenue secrète. Un restaurant où se trouvent déjà les dirigeants des géants d'Internet, Google, Facebook, Twitter, PayPal ou encore Mozilla. Plusieurs d'entre eux sont dans le collimateur du fisc en France. Pour autant, François Hollande n'est pas venu en inspecteur des impôts, mais bien en ami des entrepreneurs et des investisseurs, accompagné d'hommes d'affaires français. Sa visite aux États-Unis s'achève sur une rencontre avec des chefs d'entreprise français installés ici, l'occasion d'annoncer de nouvelles mesures en faveur des start-up françaises.
3 morts et une dizaine d'arrestations à Caracas. Après le Brésil, le Venezuela est gagné par des manifestations contre la vie chère. Le président Nicolás Maduro évoque une tentative de coup d'État. France 24. Entouré par ses partisans, le président Maduro annonce un renforcement des mesures de sécurité à travers le pays. Quelques heures plus tôt, mercredi, des manifestations étudiantes contre lui et son gouvernement se sont terminées par des affrontements. Le successeur de Hugo Chavez dit vouloir prendre des mesures pour empêcher un coup d'État. Tout ce qui s'est passé a été planifié à l'avance. Nous avons identifié ceux qui ont tout orchestré. Je ne reculerai pas dans ma lutte pour la justice et la paix. Plusieurs milliers de Vénézuéliens sont descendus dans les rues de Caracas pour dire leur colère face à la criminalité et à la violence qui gangrènent le pays, ainsi que les difficultés économiques. Un mouvement initié en province il y a une dizaine de jours et auquel de nombreux étudiants ont apporté leur soutien. Mais ce mercredi, des échauffourées ont éclaté et plusieurs personnes ont été tuées par balles en marge des manifestations. La police a de nouveau arrêté des dizaines de personnes. Nous les jeunes sommes venus le jour de la jeunesse, demander au procureur général et aux autorités, en particulier au président Maduro, de libérer nos compagnons qui ont été emprisonnés à Mérida et Táchira. Nos compagnons qui sont détenus pour avoir protesté pacifiquement et civilement. Mercredi soir, l'opposition a appelé ses supporters à poursuivre les manifestations à travers le pays dans le calme. Point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure. Au revoir.